Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste plusieurs histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. On a aussi une deuxième chaîne YouTube, on poste tous les 14 heures. La chaîne c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. On a une chaîne Facebook, DMG TV et TikTok, DMG TV. D'ailleurs, les directs, c'est sur TikTok les mercredis et vendredis à 20h00 heure du Cameroun. Donc, je t'invite à t'abonner sur toutes nos plateformes pour ne pas manquer les vidéos qu'on poste avec des histoires mystiques. Voilà. Donc, on va écouter aujourd'hui des histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez un like. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Et donc, première histoire. Que le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, bénisse ceux qui sont auteurs du concept DMG. Commentez, likez, partagez. C'est toujours la prunelle de l'œil de Dieu. Disposez autant que possible à vous édifier. Merci pour ce concept interplanétaire. Puis je voudrais dire à tous ces frères et sœurs qui nuit et jour souhaitent toujours entrer en contact avec nous ou nous rencontrer que lorsque nous serons disponibles, nous allons répondre à votre sollicitation. Ce n'est pas aussi facile de nos côtés. Avec toutes les charges que nous avons, nous vous assurons vraiment on vous écoute. Mais on aura du temps, même trouver du temps pour vous donner ces témoignages n'est pas chose aisée. Je veux parler toujours aujourd'hui à mes sœurs du pacte de sang. Et ici peut-être, dans l'émission présente où j'ai parlé du Big V, j'ai blessé mes sœurs. Peut-être cette fois-ci, ce sont mes frères qui vont être blessés. Parce que je veux mettre dehors un secret que les hommes ont voulu toujours cacher. Alors j'ai travaillé dans une ville. Et dans cette ville, il y avait les gens d'un village ou d'une tribu ou d'un clan, comme vous voulez, qui aimaient beaucoup se marier entre eux. Et comme ils étaient les plus nombreux et autres, tout, même dans l'assemblée, on était obligé de collaborer et de travailler ensemble et j'ai appris même à leur connaître. J'ai même appris leur langue parce qu'ils aimaient beaucoup parler leur langue. C'est un peuple très travailleur, un peuple battant. Là-bas, le mot paresse n'existe pas. C'est un peuple de débrouillards et je les ai beaucoup admirés. Alors, chez eux, il y a des phénomènes parfois qui me créeraient. Lorsqu'un homme était malade et même très très malade, parfois on refusait que la femme ne lui rende pas visite parce qu'on disait que si la femme lui rend visite, que sa femme était la plupart du temps infidèle. Si la femme lui rendait visite, l'homme devait rendre l'âme très vite. Autrefois, on disait que si c'est l'homme qui rend visite à la femme devait rendre l'âme très très vite. Ce qui m'avait déjà même marqué au départ, c'est que c'est un peuple, ils aiment se marier entre eux. Ils n'aiment pas beaucoup avoir affaire aux étrangers. Alors, dans mes enquêtes, j'ai cherché à savoir, mais pourquoi, si un homme est malade, il y a certaines femmes, ou parfois la femme, on refuse qu'elle ne peut pas être à côté de l'homme, ou l'inverse. Et c'est alors là que petit à petit, avec les gens de ce village qui avaient cru, qui avaient décidé de se convertir, ils m'ont donné le secret. Alors le secret, c'était quoi? Quand eux organisent toujours les mariages dans leur village, l'homme et la femme doivent toujours faire le pacte de sang. Alors dans le pacte de sang, il t'est interdit d'être infidèle. Si tu es infidèle, ce n'est pas la mort qui doit te frapper, mais si tu es infidèle, lorsque l'autre est souffrant ou agonise, tu ne vas pas être plus proche. Mais ce qui me dérangeait le plus, c'est que la plupart des temps, lorsque la femme est malade, les hommes viennent, ça ne pose pas problème, ça ne pose pas obstacle. Mais lorsque l'homme est malade, parfois on interdit catégoriquement à telle femme d'aller regarder l'homme, d'aller rester auprès de l'homme. On cache même parfois l'homme à l'une de ses femmes pour celui qui est polygame ou à sa femme.
disant que si sa femme arrive là-bas, il va mourir. Alors lorsque j'ai enquêté, qu'est-ce que je me suis rendu à l'évidence? Généralement, on fait le pacte. C'est le jour du mariage, le jour de la célébration du mariage traditionnel. On fait le pacte, on coupe, on blesse le doigt de l'homme, on blesse pour la femme, on mélange le sang et ils boivent. Mais j'ai continué toujours de m'interroger. Il était rare de voir un homme qu'on interdit d'aller regarder sa femme quand elle était agonisante. Mais les femmes, on interdit aux femmes. C'est alors qu'un jour un converti m'a dévoilé le secret qu'aujourd'hui je vous dévoile et que ça peut vous aider. Alors, généralement, la famille des hommes connaissait le secret. La personne qu'il faut emprisonner, embrigader, enfermer, c'est la femme. Lorsqu'on célèbre le mariage, ce jour, l'homme a déjà préparé au moins ces 2 prostituées qu'il doit visiter. Il a préparé 2 prostituées, sachant que si ça arrête l'une, ça va prendre l'autre. Dès que le pacte est fini, on fait le mariage, on célèbre. L'homme doit tout faire pour s'égarer. Il doit aller commettre l'acte sexuel avant minuit avec l'une de ses prostituées. Et là, le pacte va être brisé. Et c'est le côté de la femme qui reste. Le monde est vraiment méchant, le monde est formidable. Et c'est ainsi que les hommes se jouaient des femmes de cette tribu. Dans cette tribu, c'est comme ça que l'on joue les femmes. Donc pour dire que si tu as fait un pacte de sang avec un homme, que c'est pour la vie, sache que celui qui connaît le secret va casser l'autre, il va dominer l'autre. Les gars brisaient ce pacte-là le même jour jusqu'à ce que l'on... Et ils connaissaient entre eux. Ce qui fait que ce sont les femmes seules qui souffraient. Et ce sont les hommes qui... Les femmes qui souffraient et les hommes étaient libres. Vous voyez que nous vivons dans un monde rusé, même très très rusé. Des gens chez qui tu vas te dire toujours non. Ici le mariage c'est toujours avec le pacte de sang. C'est toujours le mariage avec le pacte de sang et tu penses qu'ils sont sérieux. Alors qu'ils ont leur derrière. Ils ont leur derrière. Le gars dribble un temps de mouvement. Il va avec une prostituée ou deux qu'on a apprêté. En bref, ça ne rate pas. Et le pacte est brisé. Oui, si les gens continuent, chers sœurs, de vous faire la même chose, je suis désolé. Le secret est dehors. Pendant qu'ils vont aller à gauche, je suis désolé, chers frères. Les sœurs vont aller à droite. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. C'est toujours la prière de l'œil de Dieu. Dans les prochaines histoires, je vais vous conter aussi le secret de ceux-là qui mettent la clé dans le Coran, dans la Bible, dans les livres sacrés, pour attraper le voleur. Je vais vous démontrer par Asmide que si c'est moi-même, hormis de la foi, on ne peut pas m'arrêter. Il y a un secret, on peut faire, ça arrête le voleur, mais on peut aussi faire, et celui qui connaît le secret, ça ne l'arrête pas. Commentez, likez, partagez. C'était toujours la prunelle de l'œil de Dieu. Basta. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, j'espère que tu vas bien. C'est la fille du Sud. Je voulais tout d'abord remercier tes abonnés parce que j'ai lu vos messages et ça m'a fait super plaisir de vous retrouver et de savoir que vous êtes content de me revoir. Je suis venue vous raconter une nouvelle histoire. Et cette histoire se déroule entre mon village et Yaoundé, mon village du Sud que vous connaissez déjà à présent très bien. Et je tiens à rappeler que dans ce village, on est tous parentés. Et donc, à cet effet, j'avais donc une cousine du village. Et elle a toujours vécu au village parce que ses parents étaient pauvres et elle n'a pas eu de, on va dire entre guillemets, de chance malheureusement. Et de leur côté, ils sont très conservateurs, c'est-à-dire que ils ont leur argent, c'est pour eux et ils n'aident pas ceux qui n'en ont pas. Donc, donc ses parents, ils n'ont pas eu cette chance, ils ont toujours vécu au village. Elle aussi, elle vivait au village. On avait donc eu un enterrement, on a donc perdu une grande personnalité de notre village. Et c'est donc comme ça qu'il y avait donc, le jour de son enterrement, il y avait de grandes personnalités qui sont venues. Des personnes quand même aisées et bien placées. Et à la réception de l'enterrement, c'est elle qui faisait le service. C'est donc comme ça qu'elle a donc rencontré un monsieur qui a flashé sur elle. Ça a été le coup de foudre. Comment se voit que chacun a sa chance, ça a été le coup de foudre.
Et le monsieur a donc décidé qu'il voulait rester en contact avec elle. Et il l'a donc, au fur et à mesure, on a donc vu ça comme les blagues, mais au fur et à mesure, elle est partie en ville, il a payé son école, tout. Ça s'est passé très bien avec le monsieur. Il n'y avait aucun problème, DMG. Ou alors, l'histoire commence à devenir mystique, c'est que 2 ans après de fréquentation, le monsieur a donc dit qu'il veut l'épouser. En disant donc ça, il a donc fait le toc-toc. Déjà d'abord, quand ils ont fait le toc-toc, ils ont fait le toc-toc en ville, en grande pompe. Tu vois, les mariages, enfin, le thème c'était femme Betty et tout, en grande pompe. Et du coup, comme je te disais, dans notre village, on est tous parentés, mais chacun a sa section de famille. Tu vois un peu. Et il y avait donc des personnes qui ne voyaient ça d'un mauvais œil. Les jaloux, si tu veux. On avait mon oncle Mike, c'est un nom d'emprunt. Et Robert, on va dire comme ça là. Mike et Robert étaient 2 oncles du village. Super gentils, super sympa DMG. On a donc invité tout le village parce qu'elle avait fait venir les voitures, les quasters pour venir chercher les gens du village. Rien que pour le toquer porter. C'est donc comme ça qu'ils sont donc venus. Tout se passait bien. Mais elle constate que Mike et Robert, mes 2 oncles, s'approchent d'elle, lui dit: «Oh ma fille, félicitations». Et je précise bien, ils étaient très gentils. Très, très gentils. Eux aussi n'avaient pas grand-chose. Mais pas malgré que leurs enfants étaient en Europe, machin, ils n'avaient pas grand-chose. «Oh ma fille, on a fait le toqué-porte, c'est bien. Pour la dot, ce sera encore plus grandiose. On est très fiers de toi, bravo et tout». Et je précise que ma cousine là avait un caractère un peu hautain et très, elle était, je ne peux pas dire méchante, mais elle avait un caractère, c'est-à-dire elle parlait sans réfléchir. Et elle était le genre que elle peut te blesser comme ça et elle ne prenait pas en compte les sentiments des gens. Si tu veux DMG, je ne peux pas dire qu'elle était réellement méchante, donc on ne saura plus. Il lui dit ça comme ça. Elle répond seulement: «Non, non, 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 il n'y aura pas de dot». Mike lui dit: «Mais comment ça, il n'y aura pas de dot? Les traditions, c'est que dans toute tradition, il y a la dot». Elle dit: «Non, il n'y aura pas de dot. Pourquoi vous voulez manger mon argent? Vous avez fait quoi pour moi jusqu'à vous dire qu'il y aura la dot?» TMG. Jusqu'à, comme je dis que c'était un grand toqué-porte, il y avait les micros, il y avait les trucs. Elle a pris le micro, elle dit au micro devant les gens que: «Je vous préviens déjà d'abord qu'il n'y aura pas de dot. Je suis vraiment désolée, merci de votre compréhension, mais moi, je ne vais pas faire la dot parce que je veux que l'argent de mon mari serve à autre chose, ça me serve. J'ai tellement souffert au village, vous-même, vous savez tout ce que j'ai enduré. Et c'est vous qui voulez manger mon argent, mes oncles qui n'ont rien fait pour moi, machin, machin». Elle se met à dire ça devant tout le monde. TMG, je te raconte une histoire vraie. Dès qu'elle finit son discours comme ça, là, elle part. Son mari même l'interpelle. Son mari lui dit que: «Mais comment ça, il n'y aura pas de dot? Moi, je veux te doter. Tu es ma femme. Et c'est dans les traditions. Il doit avoir la dot». Elle dit que: «Non, non, 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 non. La seule personne qui va manger sa dot, c'est son père et sa mère. Et le reste, elle s'en fout. Donc, il n'y aura pas de dot». Les gens ont cru qu'elle blaguait. Donc, les gens, bref, on a banalisé ça. Tu sais, certaines personnes, quand c'est une famille, quand il y a l'argent, tu vois, ils n'ont pas trop géré ça. Donc, le feu a été vite éteint. Mais les oncles ont retenu la parole, surtout la façon dont elle avait parlé à l'un de nos oncles. Du coup, quand ils sont rentrés au village, ils réfléchissent que: «Mais est-ce que la petite fille est sérieuse?» Ils ont laissé tomber. On est toujours là un peu comme ça. La nouvelle vient au village. Oh, Christine. Oh, j'ai dit son nom. Bon, Christine se marie telle date. Elle se marie telle date comment? On lit tout le fait pas. Il n'y a pas la mention que, oh, la dot c'est telle. On n'est pas venu demander la liste telle. Les oncles, ils ont dit que bon, ce n'est pas grave. Peut-être que c'est un oubli ou peut-être. On va donc quand même faire une liste de dot et on va donc envoyer en ville. Ils ont fini de faire la liste et tout parce qu'ils savaient où le monsieur habitait. Ils savaient beaucoup de choses. La liste est arrivée chez le monsieur. Le monsieur, lui, il a donc vu la liste. Il a dit: moi, je vais quand même faire la dot, même si elle n'est pas d'accord, parce qu'elle persistait et insistait. Moi, je vais faire cette dot. Il a donc commencé à acheter les choses, à stocker. Ça n'a pas pris beaucoup de temps parce que les oncles ont envoyé la liste 5 jours avant le mariage. Donc, il s'est dit:
Même si on ne sera pas à la dot, ce n'est pas dans la tradition, mais je vais quand même envoyer le camion avec tout ce qu'il faut. Et même si je demande la main au téléphone, qu'il me donne la bénédiction au téléphone. DMG, quand la fille a su ça, elle est entrée dans une rage. Le camion était en train de partir au village. Elle a dit que jamais de la vie, jamais les gens du village ne vont pas manger ma dot. C'est mon père et ma mère qui vont manger ma dot. Son père et sa mère lui ont dit, mais qu'est-ce que tu veux nous faire? C'est quelle honte que tu veux nous faire comme ça là? Est-ce que tu sais tous les problèmes que tu vas engager? Tout ce que tu vas engager? Elle a dit que si vous ne prenez pas cette dot, rien ne va se passer. Elle dit que rien. Ses parents ont dit que non, on ne veut pas les problèmes. Si tu sais que cette dot ne va pas participer pour tout le village et que la tradition ne va pas se faire, mieux le camion là reste là-bas en ville. Parce qu'elle avait à arrêter le camion, que le camion ne part nulle part. J'ai une histoire vraie, réelle. C'est quand ses parents ont dit ça, elles ont dit ok, il n'y a pas de problème. Alors, cette nourriture, je vais la jeter. Elles ont dit qu'elle jette la nourriture TMG. C'est donc comme ça que le camion, elle a dit, allez avec le camion à Douala, allez jeter dans le nion. C'est la nourriture, c'est allez jeter. C'est comme ça que le camion est parti. On est parti jeter toute une dot. La dot était plus de 4 millions. Toute une dot dans le nion. Je dis que dans le nion, ma tante était là. Ma tante a filmé comment on jetait la dot là dans le nion. Et certaines personnes qui sont en Malmayo, parce que l'histoire là est même passée au journal, les personnes qui sont en Malmayo vont vous dire le jour là. C'est donc comme ça qu'après, donc, au village, les gens ont dit que ok, il n'y a pas de problème, comme c'est comme ça. Tout le monde est resté tranquille. Le calme plat, TMG, calme plat. Elle s'est mariée, tout s'est bien passé, les gens sont venus. Elle se disait que non, tout ça, ça va, tout va bien. Je précise que ses parents n'étaient pas venus. Mais tout le village avait fait le déplacement, même les deux oncles en question, tu vois. Et c'est après plus tard que l'un des oncles qui a fait le coup raconte que nous, on s'est dit que si on la tue même, ce serait trop facile. Ce serait hyper facile. On va faire en sorte qu'elle revienne à l'état où elle était avant de se marier. Voilà, c'est donc comme ça que quand le mariage est fini, DMG, tout s'est bien passé. Maintenant, le soir à la réception, passé avec ses oncles, là, elle était toujours hautaine, mais ça allait, mi-hautaine, mi-gentille. En fait, son comportement était un peu insaisissable. Au mariage comme ça, là, à la soirée comme ça, quand tout est fini, on a une tradition chez nous, c'est que on bénit le mariage, c'est-à-dire que les parents viennent devant, ils mettent, peut-être pas qu'ils vous touchent, mais ils mettent les mains sur vous pour vous bénir, que non, votre union sera fructueuse, machin, et tout. Et c'est donc comme ça que, comme ses parents n'étaient pas là, et les chefs de famille, c'était les deux oncles. Les deux oncles sont venus, les gens du côté du mari sont venus. Ils ont donc imposé les mains à la fille. Ils l'ont pas touchée, presque. Ils ont dit, ton mariage sera fructueux, machin, machin. Voilà, voilà. Ils ont fait pareil à l'homme. Sauf que DMG, ce n'était pas ce qu'ils ont fait. Ils ont maudit la fille. Ils ont maudit en disant que par rapport à ce que tu as fait, tu connais ce que tu as fait. Tu vas revenir nous trouver où tu étais. Et tu seras plus bas que terre. Mais tellement plus bas que terre que tu seras plus pire qu'un insecte. Une mouche sera même mieux que toi. C'est donc comme ça qu'ils l'ont maudite. Et ils l'ont maudite à travers les hauts. Tu seras heureuse, machin, machin, machin. L'oncle qui était derrière était en train de faire les incantations. Et dès qu'il a fini de faire les incantations, ils sont toujours là comme ça là. Il sort seulement de sa poche un mouchoir. Il passe le mouchoir sur le visage de la fille. Il passe le mouchoir sur le visage de l'homme. Il se lève et il part. À partir de la DMG, sa vie a commencé à se gâter. Son mari, une semaine après le mariage, il découchait. Il a commencé à la frapper. Ça n'allait plus. Machin, rien ne donnait. Malgré là, elle supportait. Après, les affaires de son mari ont commencé à tomber. Machin a commencé à tomber. Son mari lui-même, il ne comprenait plus. Son mari lui-même, il est parti consulter ces choses. On lui dit que non, ta femme là a une succession de mauvaises actions. Et ses deux oncles l'ont maudit. Donc si toi, où tu es là, tu ne veux pas
que cette malédiction te contamine, tu la laisses et tu la ramènes d'où tu l'as trouvée. DMG, en l'espace de 2 mois, DMG, 2 mois, que la fille là s'est mariée, l'homme là était fou amoureux d'elle. Quand on dit que c'est Dieu qui t'envoie ton mari, que tout se passait tellement. Elle s'est mariée en 2 ans, même pas. Tu imagines? En l'espace de 2 mois, tout s'est gâté. Le mari a commencé à la frapper. Il a commencé à amener ses maîtresses. Il ne dormait plus à la maison. Elle tombait enceinte. La grossesse ne restait pas parce que le monsieur lui a dit, fais-moi un héritier et tu auras tous mes biens, tu auras tout à vie. Même à travers, même si ce n'est pas à travers ses enfants. Dès qu'elle tombe enceinte, fausse couche. Dès qu'elle tombe, même si elle est partie voir, en l'espace de 2 mois, elle est partie voir les alarmes Imbu. On lui donne des potions, on lui donne les trucs, rien. Fausse couche se passe comment? Elle est là assise chez elle comme ça. Elle reçoit un énorme coup de poing dans le ventre. Fausse couche, hémorragie interne, c'est toujours comme ça, un coup de poing. Elle est assise comme ça chez elle. Ça ne va pas, elle se tord de douleur. Dès que son mari est parti consulter ça, on lui a dit que, ah, où tu vois là, c'est ta femme, elle a fait tel, 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 tel. Et il était témoin par rapport à la dot. Donc, il a dit que, sans scrupule, tu rentres d'où tu viens. Il a appelé les parents de la fille. Il a dit aux parents de la fille, venez chercher votre fille. J'ai aimé votre fille. Machin, excusez-moi de dire machin tout le temps. J'ai aimé votre fille, je voulais être avec elle. Mais vous savez tout ce qui s'est passé. Donc, ce qui est en train de lui arriver, c'est sa faute. Et moi, je ne vais pas perdre mon business, mes affaires à cause d'elle. TMG, c'est comme ça qu'il la chasse. Il la chasse sans un sou. Parce que cette société était déjà en train de couler. En l'espace de 2 mois, qu'elle a brûlé. Donc, c'était un très, très grand commerçant. Tel a brûlé. Tel a fait ceci. Elle a dit que venez la chercher. C'est comme ça qu'on est venu la chercher. Elle a pleuré, supplié. Elle-même, elle ne comprenait plus sa vie, TMG. Elle a appelé ses parents au village. Oh, je demande pardon. Elle a appelé ses oncles. Je demande pardon. Elle a appelé le village. Elle a dit, je vais refaire la dot. Je vais faire 2 fois plus. Ce sera même pas un camion, ce sera 3 camions. Pardonnez-moi, enlevez ce qui est sur moi. Elle a pleuré. Elle-même, elle est partie consulter, hein, ses parents sont partis consulter. On lui a dit, c'est par rapport à telle chose. Et où on est déjà, on ne peut rien faire pour elle. Ou c'est comme ça, non. C'est gâté, c'est gâté. C'est donc comme ça qu'elle est rentrée au village. Elle est devenue plus bas que terre. Elle a même commencé à se prostituer avec les villages voisins, ses propres frères. Parce que sur notre route, la plupart des villages, on est parentés. Elle a commencé à se prostituer. Elle l'a fanée. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. TMG, tu marchais en route comme ça. Tu la voyais traîner au bord de la route. Comme si elle était folle, comme si elle délirait. Une très belle femme. Elle a tout perdu parce que quand elle est quittée de son mariage, son mari ne lui a rien donné. Elle est partie avec rien. Elle est revenue trouver ses parents. Elle était encore plus bas que terre. Net comme ses oncles ont dit. Plus bas que terre. TMG. Jusqu'à elle est décédée. On ne sait même pas comment elle est décédée, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que quand on a découvert, après son décès, quand on a découvert que c'était ses oncles et tout, ses oncles, et ils ont raconté, ils ont dit oui, on a fait ça parce que, et vous n'allez rien nous faire, et on va toujours vivre. Et on leur a demandé que, est-ce que vous l'avez tué? Il dit que non, ils ne l'ont pas tué. Ils ont fait en sorte que sa vie soit juste plus misérable et qu'elle pense à ce qu'elle a perdu parce qu'elle était dans le luxe, elle était riche. Elle avait les voitures, les chauffeurs, les cuisiniers. Ils ont dit qu'ils ne vont pas la tuer, qu'ils vont faire ça comme ça là. C'est comme ça qu'elle soit elle est décédée comment, ou soit qu'est-ce qui s'est passé, ou elle est décédée et c'est comme ça qu'on l'a enterrée et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Jusqu'à présent, quand tu pars dans mon village, sa mère est toujours assise devant leur case. Elle dit, eh ma fille, c'est l'argent qui t'est monté à la tête. C'est quoi qui t'est monté à la tête? Tu as gâché ta vie à cause de ton égoïsme, de ton orgueil. On sait que c'est même, qu'est-ce qui s'est même passé dans sa tête. On va même te dire que c'est quoi DMG, on ne sait pas. Donc voilà l'histoire qui s'est passée. Bon, j'espère que je n'ai pas oublié certains détails. Donc, cordialement DMG, commentez, likez, partagez et puis bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Commentez, likez, partagez. Bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous me suivez.
L'histoire que je vais vous raconter est mienne. Je suis médecin en République démocratique du Congo. Présentement, je suis dans la province de Kotouélé. Quand je vais entrer en détail de mon histoire, c'était en 2018 à 2020. Il y a eu 10e épidémie de maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo chez nous. Et pendant cette période, j'étais parmi les acteurs qui intervenaient dans la prise en charge et autres piliers de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Et pendant les activités, il s'est fait que moi-même, je contracté Ebola dans l'intervention qu'on faisait sur terrain. Et j'ai été amené au CT, c'était en 2019. C'était au début de mois de novembre. Non, mois d'octobre plutôt, début du mois d'octobre. Alors, quand on m'a amené au centre de traitement, on appelle communément les CTE, le premier jour, il n'y avait pas de médicament. Car à cette époque-là, il n'y avait pas encore le médicament contre la maladie à virus Ebola. Le molécule qu'on utilisait pour des essais, tous les lots étaient finis. Les jours où je suis arrivé, on m'a amené le soir, aux environs de 16h, à l'ambulance. Et autour de 18h-19h, j'ai été diagnostiqué positif à la maladie à virus Ebola. Et dans les lots, il n'y avait plus de médicaments qu'on tentait d'administrer pour soigner les malades. Il y avait juste des produits symptomatiques pour calmer le signe qui apparaissait, mais il n'y avait pas vraiment de molécules qu'on tentait d'administrer aux malades pour voir s'il y aura un bon résultat. Il suffit que tout le monde avait peur de venir me soigner parce que presque tout le monde me connaissait. C'était des aînés, des confrères, des collègues, des amis. Comme il n'y avait pas de médicaments, ils me voyaient déjà mourir. Alors, il est arrivé la nuit. Je pense que peut-être que j'étais mort. Alors, je suis allé au lit. On m'a laissé dans l'isolement. On était entré à 7 personnes. Et au bout de 30-45 minutes, 5 sont morts. Nous sommes restés à 2. Et on a juste mis les abords venus pour administrer, pour tenter de voir lorsqu'il y aura des médicaments pour qu'on vienne nous administrer des injections, mettre des perfusions comme ça. Et la nuit, je pense peut-être que j'étais mort. C'est ce que moi je vois. Alors, parce que je n'ai pas vraiment su comprendre ce qui s'était passé. Et pendant ces temps-là, je me suis vu sortir de mon corps. Je suis parti. J'étais en train de planer dans des forêts, dans des endroits que je ne reconnaissais pas vraiment. Alors, arrivé à un endroit, je me suis retrouvé dans un couloir et j'étais en train d'avancer. J'avançais. Je suis arrivé tout près de la porte. Et dès que je suis arrivé tout près de la porte, de l'autre côté, je vis mon père qui est décédé. Il y avait là presque 3 ans peut-être. Je vois mon père qui est de l'autre côté qui partait se laver. Et il m'a vu de loin. Il avait un seau à main avec son essuie à l'épaule. Et j'ai directement le seau et son essuie, il la met de côté et il commence à crier sur moi.
Tu vas où? Tu vas où? Allez, rentre là où tu es venu. N'essaye même pas d'avancer. N'essaye même pas d'avancer. Rentre là-bas. Et je touchais déjà la porte, j'avais tendance d'ouvrir. Puis je lève ma main et je commence à reculer. Je refais marche en arrière. Et dès que je fais tout au plus ces 5 pas, j'ouvre les yeux. Je regarde. Et effectivement, je suis dans la salle de prise en charge des urgences du centre de traitement. Et je vois les gens autour de moi qui avaient déjà presque tout débranché, comme cathéter, tout ce qui était là. Ils commençaient déjà à emballer tout le reste des effets. Et subitement, je reviens à moi et j'ouvre les yeux. Je vois les gens paniquer et puis sont revenus. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que apparemment j'étais décédé et je suis revenu à la vie. Si je veux raconter cette histoire, c'est pour dire que les gens qui sont morts, selon ce que nous pensons qu'ils sont morts définitivement. Mais selon ce que moi j'ai vécu, ceux qui sont morts, ils ne sont pas morts. Surtout nos parents, ils veillent sur nous de l'autre côté. C'est heureusement j'avais vu mon père qui est intervenu et je suis revenu à la vie. S'il n'était pas là, peut-être que je ne saurais pas vous dire ce que je raconte aujourd'hui. Donc c'était grâce à lui qui a crié sur moi. Il était entré, il est parti se laver, il m'a vu, il a crié, je suis revenu à la vie. Donc, pour dire que ceux qui sont morts, ils ne sont pas morts, surtout nos parents, ils veillent sur nous. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. C'est l'extraverti solitaire depuis Libreville. Je vais passer un salut très spécial à ma soeur de Libreville, la reine de Nkoumou. J'aime beaucoup écouter tes histoires. Aussi à Sagesse de Paul et à Maman Plus de Bénédictions. Vous faites du bon travail et vous faites vraiment vivre la chaîne. Je vais aussi demander à tout un chacun de liker, partager et de s'abonner. Alors, mon histoire se passe lorsque j'étais petite. Je devais avoir 11 ans. J'avais 11 ans. Je vivais chez ma tante et ses enfants et elle vivait aussi avec son mari. Et c'est comme ça que un soir, moi je partageais la chambre avec ma petite sœur, donc sa fille, ma petite sœur. Et c'était une chambre où il y avait le lit superposé. Un lit superposé de 2 places. Donc ça faisait 2 lits, un lit en haut, un lit en bas. Et ma petite sœur et moi, on partageait la chambre, mais le soir comme ça, on restait toujours à jouer, manipuler les téléphones, etc. Ce qui fait qu'on finissait toujours par s'endormir ensemble sur mon lit. Moi, je dormais en haut, la petite dormait en bas. Donc, à chaque fois, en tout cas, soit on s'endormait sur mon lit, sur son lit, on dormait toujours sur le même lit. Et il y avait mon petit frère, lui, il était vraiment petit, il devait avoir 9 ans par là. Lui, il avait sa chambre, mais dans les jeux aussi, il aimait venir dormir avec nous. Donc, il aimait toujours, en tout cas, tous les soirs, on partait dans notre chambre, la chambre des filles, on jouait jusqu'à s'endormir. Sauf que la petite et moi, on dormait sur le même lit et le petit dormait sur son lit, sur l'autre lit du bas. En général, on était des enfants très, très, très agités et en fait, nous, on ne dormait jamais tôt. Vraiment, on nous grondait même parfois parce que minuit, 1h du matin, pouvait nous trouver dans les jeux. Mais un soir, on n'a rien compris. On a tous été pris de fatigue, nous trois, et nous nous sommes endormis pratiquement à 20h. Donc, quand on dormait comme ça, c'était durant la période des vacances. Personne n'est venu nous déranger, on a dormi. C'est comme ça qu'aux environs de 5h du matin, je me réveille, vraiment un léger réveil, et je vois une dame
rentrer dans la chambre et s'allonger, dormir à côté de mon petit frère. Je me rendors, je continue mon sommeil et je m'en vais trouver ma tante à la cuisine. Bonjour maman, bien dormi et tout. Oui, ça va. Je dis, ah maman, je la taquine. Maman, qu'est-ce qui s'est passé hier quand on est parti dormir là? Vous avez passé une soirée parce que moi, ma tante, c'était vraiment une dame. C'est une dame, elle vit toujours. C'est une dame avec la mentalité occidentale. Donc, parfois, elle peut faire venir une de ses sœurs et puis ça rigole. Et puis, elle va dire à la sœur que bon, on a passé une longue soirée. Au lieu de rentrer à la maison, il faut venir dormir. Donc, c'est comme ça que je dis que c'est qui en fait? Est-ce que c'est tantine telle qui est venue nous trouver dans la chambre le matin? Elle me dit, qu'est-ce que tu racontes? Je dis, oui, mais parce qu'il y a tantine telle. Donc, je pensais que c'était une de mes tantes. Je dis, il y a une tata qui est rentrée, qui est en train de dormir avec le petit. Et c'est comme ça que pendant que je parle avec ma tante, son mari écoute la conversation. C'est un père de famille, il n'a même pas essayé de réfléchir. Il dit, quoi? Il est parti. Il a pris la pelle. La pelle. Il est parti damer ça sur la dame. Qui êtes-vous? Vous êtes qui? Oh, j'étais choquée. Je sens que, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mon oncle agresse la dame que vous revenez d'où? La dame dit non. Moi, hier, j'ai passé la nuit avec un monsieur. Ce monsieur-là m'a emmené ici dans votre maison. Dans cette maison, il m'a dit que c'est chez lui. On a dormi ensemble. Vous avez dormi où? La maison avait 4 chambres. Donc, il y avait la chambre de la grande sœur. Il y avait notre chambre, la chambre des deux filles, de ma petite sœur et moi. Et il y avait la chambre du petit garçon. Elle nous dit qu'elle a dormi dans la chambre du petit garçon. Comme par hasard, c'est la seule chambre qui était vide cette nuit-là. Comme par hasard. Donc, c'est comme ça qu'on lui dit, tu as dormi dans la chambre du petit garçon. Et c'est comme ça que moi, j'explique que oui, effectivement, parce que le petit, lui, il a passé toute la nuit avec nous. Donc, nous, on ne sait pas, en fait, d'où la dame sort. Le papa lui demande que, mais tu es rentré par où? Elle nous montre, elle ouvre la porte du fond qui est les toilettes, où se trouvent les toilettes. Et elle nous dit qu'elle est rentrée par là. On lui dit que mais cette porte-là, ce sont les toilettes et il n'y a pas d'accès à l'intérieur des toilettes. Il n'y a pas d'accès. Tu es rentrée par là avec un monsieur. C'est comme ça que mon oncle a bastonné jusqu'à... Elle s'est même fait dessus. Elle s'est fait dessus et on n'a rien compris. Il a soulevé la dame, il l'a mis dans la voiture, il l'a emmené au commissariat. Et quand il est revenu, il a dit que cette histoire reste comme ça. Donc, les parents nous racontent que, bon, nous aussi, on a passé la nuit, la soirée, vers 22h, nous sommes partis dormir. On a fermé toutes les portes. On ne comprend pas par où cette dame a pu rentrer, vu que la maison est les grilles. La maison a les grilles, les portes sont fermées. La fenêtre de la douche est étroite et tellement petite. J'ai même sauté une partie. Donc, elle nous dit que comment à 5h du matin, elle se retrouve avec nous dans la chambre, donc dans la chambre des enfants. C'est le monsieur qui lui dit que non, il faut aller te coucher là-bas parce que dans cette chambre-là, tu vas trouver les enfants là-bas. Il faut aller te coucher là-bas parce que moi, je m'en vais au travail. Donc, c'est comme ça que le matin, elle a fini de passer la nuit avec le monsieur. Le matin, elle est venue, elle s'est allongée dans la chambre avec le petit. C'était une histoire bizarre, moi j'ai rien compris. On m'a grondé, on m'a dit que moi je suis trop bête parce que comment je peux voir une inconnue rentrer dans la chambre et ça ne me dit rien. Mais j'ai rien compris pourquoi nous on avait dormi aussi tôt ce soir-là. D'habitude on ne dormait pas, je savais pas qui était la dame, j'ai pas bien vu, il faisait noir. Le matin, j'ai peut-être demandé à ma tante d'une manière assez étrange, mais au moins je l'ai quand même signalé que il y avait quelqu'un. Donc, cette histoire-là, vraiment, je ne comprends rien. Quand mon oncle est parti l'emmener au commissariat, quand ils sont revenus, il a dit qu'on ne parle plus de cette histoire. Il laisse ça comme ça parce que même au commissariat, les questions qu'on posait à la dame, elle a donné la même version. On n'a pas compris
comment cette dame-là a pu se retrouver dans notre maison. Je peux vous dire que cette dame a passé un sale quart d'heure parce qu'elle a été bastonnée, mais elle était même encore dans les nuages parce qu'elle avait même encore l'alcool dans le sang. Vous voyez, quand vous dormez le matin, vous vous réveillez, mais l'alcool est encore là. Donc, apparemment, elle a bu toute la soirée, elle a passé la nuit avec on ne sait qui. Donc, je ne sais pas. Dites-moi si cette histoire est vraiment mystique, si c'est possible que les gens utilisent une autre façon de rentrer, ou peut-être le monsieur avait un double des clés, comment aurait-il su, même si c'était le cas, que la chambre du petit était la seule chambre qui était vide? Comment se fait-il que la dame dit que elle n'est pas passée par les portes principales, parce qu'on lui a montré les portes, que voici les deux seuls accès de notre maison, la porte de la cuisine, la porte centrale. Elle dit non, elle n'est pas passée par là, elle est passée par derrière, sachant que derrière, il n'y avait aucune porte. La porte de la cuisine donnait sur l'avant de la maison. La porte centrale donnait aussi sur l'avant de la maison. C'est une histoire que j'ai vécue étant petite. Vraiment dans les commentaires, si quelqu'un pourrait avoir une explication logique ou peut-être me confirmer que c'était bel et bien quelque chose de mystique. Parce que nous, au final, on se dit que cette personne-là a peut-être passé la nuit avec un esprit qui l'a emmené spirituellement dans notre maison. On ne sait pas. Et il faut dire que cette maison-là, c'est une maison qui était envoûtée. Parce que c'était une maison vraiment où toute la famille venait, n'importe comment. On avait même déjà trouvé des fétiches posés quelque part dans la maison. C'est une maison envoûtée. Et jusqu'aujourd'hui où je vous parle, je rêve toujours, je fais toujours des rêves qui me ramènent dans cette maison-là. C'était une maison de location, on la louait, mais on avait passé peut-être 15 ans dans cette maison-là. À chaque fois, je rêve, je retourne toujours dans cette maison, je retourne toujours dans cette maison. Donc, vraiment, dans les commentaires, dites-moi, voilà. Et c'est ma petite histoire, ça m'est revenu comme ça. Et puis, je voulais la partager avec vous pour que vous puissiez essayer de nous donner, de m'éclaircir. Donc, sur ce, portez-vous bien. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Likez, s'il vous plaît. Bonjour DMJ, j'espère que tu vas bien. C'est la fille du Sud. Je suis venue te raconter 2 petites histoires en un seul voice. Et c'est des petites expériences qui me sont arrivées, que je tiens à partager avec vous. Bon, je n'en fais pas une généralité, bien sûr, mais je pense que c'est quand même important de partager ces 2 petites expériences. Alors, la première expérience, c'est quand je suis allée au Cameroun dernièrement, parce que je rentre du Cameroun. Je suis allée à Mokolo, j'ai acheté des bayas, genre des chaînes qu'on met autour des reins. J'ai acheté pour les reins et j'ai acheté pour les pieds. 2 petites chaînettes pour les pieds. Et après, avec les histoires de DMG, je savais que non, quand tu achètes, il faut, si c'est possible, il faut que tu ailles faire bénir, il faut faire ceci, il faut faire cela dessus. Et moi, j'ai un peu négligé la chose, c'est-à-dire que j'ai acheté, j'ai fait ma petite prière dessus, c'est vrai, mais mon cœur n'était toujours pas tranquille. Je me suis dit, bon, je vais mettre dans l'eau bénite parce que j'avais l'eau bénite à la maison. Donc, j'ai mis dans l'eau bénite, j'ai mis dans le sel béni. J'ai fait 3 jours avec. Et après avoir fait ça, j'ai mis la chaîne au pied parce que ceux des reins, je les avais perdus. J'ai mis la chaîne au pied et j'ai continué ma vie. Tout allait bien, on va dire, sauf que je remarquais de temps en temps que j'avais une petite poisse là. C'est-à-dire que j'étais au village ou alors quand j'étais en ville, je perdais l'argent, je ne comprenais pas. C'est-à-dire que j'ai 10 000, je vais poser les 10 000. Après, je ne vais plus les retrouver. Ou alors, quand je vais aller acheter quelque chose, je vais peut-être tendre l'argent, je vais oublier de prendre la monnaie. Et le vendeur, forcément, ne va pas, soit il va rien dire, ou alors soit il va me dire, madame, votre monnaie, vous avez oublié. Donc, c'était un peu les petits trucs comme ça. Et je ne remarquais pas forcément sur le coup. C'est quand j'ai commencé à remarquer, quand je suis chez moi comme ça, j'étais toute seule. J'avais 20 000. Je me dis, non, je vais aller faire les courses et tout. Je pose les 20 000, je prends 20 000, je pose sur la table. Je vais chercher mon sac, je me prépare. Je reviens, je ne vois plus les 20 000. J'ai cherché les 20 000 dans toute la maison DMJ. J'ai cherché.
Je n'ai jamais retrouvé les 20 000 là jusqu'à mon départ du Cameroun. L'argent là fait comment? Est-ce que l'argent là s'est volatilise? J'étais seule dans la maison et je me revois poser l'argent sur la table. Je pose l'argent sur la table. Je me dis, je vais aller faire les courses. Je vais dans la chambre. Je reviens, l'argent a disparu. Toute seule, la porte est fermée. Toute seule. DMG. J'ai commencé à trouver ça bizarre, mais j'ai laissé. Je suis allée au village, j'ai fait ma vie, je suis rentrée en France. Où le mystique arrive, c'est que quand je rentre en France, je suis en train de postuler parce que je cherche voilà, une alternance pour la suite de mes études et tout. Donc, je postulais. Je postule et j'ai toujours eu une chance. C'est que j'avais eu un... Je ne sais pas si j'ai raconté l'histoire là. Que j'avais eu des problèmes à trouver du travail. J'avais toutes les portes du travail fermées. Et c'était un de mes oncles du village, mon village du sud que vous connaissez, qui était à l'origine de ça. Et j'ai eu appris avec un pasteur à faire des trucs. Et les portes s'étaient ouvertes. J'avais même eu une parole prophétique comme ça quand j'étais à l'église. Le pasteur m'avait dit, il y a une fille ici, là, elle a été bloquée de telle manière, mais elle va avancer, je vais prier pour elle. Les portes du travail vont s'ouvrir. Donc j'avais eu à faire des trucs et ça s'était ouvert. Voilà, si les abonnés souhaitent que je raconte une vidéo dessus, je peux faire une vidéo dessus, un voice dessus, je peux faire un voice dessus et envoyer à DMG. Et à partir de là, quand le pasteur avait prié, tout allait bien. C'est-à-dire que je ne galérais plus pour trouver le travail, même si c'était un petit job, quelque chose. Et à tel point que je ne préparais plus forcément les entretiens. Bon, je dis ça, je parle dans mon cas et c'est pas pour faire de la pub ou quelque chose. Du coup, euh, quand je suis revenue du Cameroun, ça n'allait pas à DMG. Je ne comprenais pas. J'avais postulé, je ne recevais aucune réponse. On ne regardait même pas mon CV, rien. En fait, il y avait une différence. Comme je dis, pour quelqu'un qui était habitué à ce que non, quand je veux du travail, je l'ai dans les 1 semaine, dans les 2 semaines. Tout avait recommencé comme avant. Et puis, je ne comprenais pas. Je suis rentrée du Cameroun le 17 septembre. On est aujourd'hui, on est aujourd'hui en octobre. Les gens vont dire que non, mais il y a des gens qui mettent un an à trouver du travail, 2 ans, 3 ans. Pour moi, ça m'a interpellée parce que justement, moi, je ne mettais pas du temps à trouver le travail, que ce soit l'alternance, un job. Je ne mettais pas le temps. Une semaine et demie max, j'avais le travail. Donc, c'est comme ça que moi, dans ça, on commence à m'interpeller parce que je commence à postuler dès le 17 septembre, même avant même que je ne rentre. Aucun appel. On ne consulte même pas ma candidature. Parce que sur les sites où je postulais, tu peux regarder. Quand on consulte ta candidature, on ne consulte pas, rien ne se passe. Je me posais des questions. Je disais à ma meilleure amie que, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que c'est un peu comme avant. Elle me dit que comment ça? Je commence donc à réfléchir. Je me dis que est-ce qu'il y a un truc qui s'est passé dans ma vie, quelque chose? Je ne vois rien. Je n'ai rien fait de spécial et tout. C'est donc comme ça que, en plein 13 heures, je m'assois dans mon salon et tout. Ces 2 semaines après, je commence à invoquer le Seigneur. Je parle au Seigneur. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Montre-moi ce qui ne va pas. Pourquoi? Je suis toujours là. Je suis en train de prier. Je parle. Parce que parfois, je parle, je médite et tout. Et puis, je commence à leur prier à haute voix. Je commence à briser que s'il y a quelque chose, le sang de Jésus et tout. Je suis assise comme ça. Il y a une voix qui me dit seulement, arrache d'abord ce que tu as au pied. Arrache ce que tu as au pied comment? Et je ne sais pas, j'obéis directement avec une rage. J'arrache le baya parce que j'en avais un au pied. J'arrache le baya avec colère. Les petites perles là volent partout dans la pièce. Dès que j'arrache ça, je sens comment je suis soulagée. Je commence à tousser, à bailler. Je commence à me sentir comme si quelque chose sort de moi. Je pousse un... Je reste assise comme ça là. La voix me dit, c'est ça qui te bloquait. Je dis, mais j'ai mis dans l'eau bénie, j'ai prié dessus. Je dis, mais oui, mais ça ne suffit pas. J'ai mis dans l'eau bénie, tu as prié dessus. Il y a certains objets qui nécessitent que ce soit un homme de Dieu formé, sanctifié, qui le fasse en fait. Donc, en arrachant ça, je me suis libérée de ce qui me dérangeait en fait. Et là, on me dit que oui, ça nécessite, il y a certaines choses qui nécessitent que ce soit un homme de Dieu qui prie dessus, qui sanctifie ça. Est-ce que tu es un homme de Dieu? Est-ce que tu es consacré? Je ne sais pas si je dois dire consacré. Est-ce que tu as fait l'école, machin? Je dis non. Je comprends donc que c'est ça qui me bloque. Je remercie le Seigneur et tout. TMG, après avoir arraché sur le bail là avec colère, même pas 4 jours après, les appels commencent à pleuvoir pour les entretiens. Oh, on veut faire l'entretien, on veut faire ceci. Voilà. Donc, c'était
ma petite histoire par rapport au baya que j'avais acheté au Cameroun. Mon petit conseil par rapport à ça, c'est que ce n'est pas parce qu'on achète un truc qu'on prie dessus que forcément ça va donner. Parfois, il nécessite quelqu'un, je ne veux pas dire d'initié, mais quelqu'un, un prêtre, un orthodoxe, quelqu'un qui soit vraiment un homme de Dieu pour sanctifier certaines choses réellement. Parce que moi, malgré tout ce que je les vidéos, les histoires que je vous ai déjà racontées et tout, ma prière n'a pas suffi et ça n'a pas annulé ce qui était déjà dessus. Marie que j'ai trempé dans l'eau bénite et tout. Donc, voilà, c'est la première histoire d'MG. Maintenant, la deuxième petite histoire. La deuxième petite histoire, elle est très courte. C'est une de mes nièces qui a vécu ça. Elle nous a raconté ça. En gros, au village, chez nous, dans mon village, on a des petits caveaux où on enterre les personnes qui sont décédées. C'était pas vraiment un caveau, c'était un mini cimetière, c'est-à-dire que c'était 6 tombes dans un air. Je ne sais pas si c'est dans un air de jeu, dans un endroit assez aéré. Et les enfants aimaient bien jouer sur ces tombes. Et on a donc une de mes cousines du village, elle a 14 ans. Elle aimait aussi beaucoup jouer sur les tombes avec ses amis du village. Ils faisaient les trucs, les papas et maman sur les tombes. Je ne me demande pas pourquoi, du comment. C'est ça qu'elle racontait, l'histoire à sa grand-mère. Et tout que sa grand-mère m'a raconté que elle jouait les papas et maman, ils construisaient les tentes. Donc les tombes là, c'était les lits. Parce que les tombes là étaient en carreau, c'était bien fait de telle sorte que ça ressemble à un lit. Les tombes qui ressemblent à un lit là. Et c'est au moment qu'elle a donc construit une tente. Il y avait une tombe, c'était la tente. L'autre, c'était la cuisine. L'autre, c'était machin. On les avait chassés, fatigués. Mais l'endroit là était un peu éloigné de telle sorte que quelqu'un ne pouvait pas venir tout le temps vérifier s'ils étaient en train de jouer sur cette tombe. Et je précise que cette tombe-là, depuis que moi je suis née, les tombes-là sont déjà carrelées. Donc je suppose qu'ils sont décédés, mais il y a des années et des années, on ne les a même pas connus. Nos générations, même la génération d'avant, ne les a pas connus. En fait, ou alors très peu avant qu'ils ne décèdent. Donc, la plupart d'entre nous, on ne connaît même pas le visage de ceux qui sont enterrés. C'est donc comme ça qu'ils jouaient là-bas tout le temps, tous les jours et tout. Ma petite soeur dit que ils sont partis jouer là-bas un jour. Et c'est donc comme ça que ils sont en train de jouer comme ça. Elles voient 2 grands-mères qui arrivent. Inconnues. On les a, elles ne les ont jamais vues. 2 grands-mères arrivent. Et je précise que c'était 6 tombes. Côte à côte, en cercle. Les grands-mères arrivent et tout. Elles arrivent tout doucement, tout doucement, tout doucement. Elles s'arrêtent et regardent les filles. Les filles s'arrêtent de jouer et disent que, ah, est-ce que vous vous êtes perdus dans notre village? Comment vous êtes même arrivés ici là? Parce que je précise bien que mon village est en hauteur, divisé par une route. Donc, même pour entrer dans le village, il faut passer dans les habitations. Donc, forcément, on va voir. Donc, pour arriver à là, c'était un peu compliqué. Elle dit, mais comment vous êtes arrivés ici? Vous voulez quoi? Et tous les trucs. C'est une enfant, c'est une ado. Elle fixe, elle fixe, les 2 grands-mères les fixent. Elle dit, vous venez jouer ici tous les jours, même que vous cherchez même quoi ici. C'est une des grands-mères qui demande. Hein, ma petite fille? Petite fille, comment? L'autre, elle à côté parle en boule, elle dit que ce n'est même pas ta petite, c'est ton arrière au moins quoi, 4, hein? Où elle est là, elle parle en boule, elle sont en train de parler en boule. Les enfants s'arrêtent. Qui? Elles ont, je répète, c'est bien 14, 15 ans, 16 ans. Qui? Oh, pourquoi vous venez toujours jouer ici là? Pourquoi tu te couches toujours sur moi? Tu ne sais pas que vous voir jouer ici là pendant les vacances, ça nous embête. Où on est là-bas, ça nous embête. Pourquoi vous venez toujours ici? Et vous avez une période là où vous venez parce que tout le reste du temps, c'est calme, on se repose, personne ne vient nous voir. Mais quand vous êtes ici, il y a du bruit, du bruit. Donc, en fait, des grands-mères voulaient par là dire que c'est la période des vacances, les grandes vacances, que elles sont au village. Tu vois. Et du coup, quand ce n'est pas la période des vacances, elles ne sont pas là. Donc, c'est la période là que les 2 grands-mères parlaient. Elles parlaient en boulot. Elles disaient donc que nous, on ne veut pas vous faire du mal parce que vous êtes notre descendance. Au moins de 4 générations, 3 ou 4 générations. Donc, on ne veut pas vous faire du mal. Mais ne revenez plus ici nous embêter. Et toi, ne te couche plus sur moi. Parce que ma petite cousine là, avait l'habitude de se coucher sur l'une des tombes. Quand ils font leur truc de jeu là, moi, tu vas me dire qu'ils sont quand même vieux, ils partent jouer là-bas. Pourquoi? Moi, je ne sais pas ce que je vais te dire. Je peux comprendre qu'elles ont 6, 7 ans, oui. Mais elles ont quand même 14, 15, 16 ans. Mais c'est là-bas qu'ils aiment aller jouer, faire leur truc. Moi, je ne comprends même pas. Pour moi, même, c'est la sorcellerie même. Mais bon. Elles disent donc que toi, tu te couches toujours sur moi. Tu me déranges. Tu me déranges. Donc, ne revenez plus ici.
C'est le dernier avertissement. Depuis là, on vous regarde. Ne revenez plus ici. C'est donc comme ça que les enfants paniquent. Les enfants paniquent et commencent. Oh, 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 oh. Tout le monde prend la poudre d'escampette. Tout le monde part en courant. Dès qu'ils partent en courant comme ça, là, ils partent au village. Oh, deux grands-mères nous ont dit pas de raconter à ceux qui sont restés au village. C'était la période où on était allé au champ et ils étaient restés au village. Donc ceux qui étaient là, oh, deux grands-mères, machin, machin, elles ont dit ceci, on ne doit plus venir les déranger parce qu'on fait du bruit et tout, et que c'est les deux seuls qui ont voulu sortir pour nous avertir, parce que les autres sont aussi fâchés, je précise aussi qu'ils ont dit ça. Les autres sont aussi fâchés, ils ne veulent plus nous voir là-bas, tout ça. Elles ont parlé en boulot. Et qu'elles ont parlé, comment vous pouvez décrire les grands-mères là? On décrit, on dit qui? Comment ça? Et à ce moment-là, c'était les vacances. Notre chef du village était là. Et notre village, on a les albums photos des disparus, noirs et blancs. Là, on a les albums photos, les vieilles photos. Sinon, comme ça que le soir, quand l'histoire sort, tout le monde est en effervescence. On ne croyait pas spécialement. Et je précise bien que les filles ne connaissent pas les deux grands-mères là. Elles n'étaient même pas nées. Même moi, je ne les connais pas. Même mon père ne les connaît pas. Même le père de mon père ne les connaît pas. Elle précise ça. C'est donc comme ça que je pense que les grands-mères avaient été nées dans les années 1900, début 1900, 1910. Non, elles doivent être décédées dans les années 1910, début. Parce que les photos qu'on avait, elles étaient un peu floues, déchirées. Mais quand on arrive à la chefferie et qu'on prend l'album, parce qu'on a un grand album avec les photos de tous ceux qui ont vécu dans mon village, donc les photos qu'on a pu avoir, ou alors on a des dessins pour essayer à peu près d'être similaire à la personne. On leur donne l'album, que voilà l'album, tournez les pages. Si vous reconnaissez une des grands-mères, vous montrez. On tourne les pages, on tourne les pages, on tourne les pages. La petite montre le doigt, elle tend le doigt, elle dit que ça c'est la grand-mère, c'est elle, c'est elle. On voit la grand-mère, effectivement, c'est une des femmes de notre... Mais arrière-grand-mère décédée il y a tellement longtemps. Parce que je précise bien, même moi, les tombes là, depuis que j'ai grandi, depuis que ma mère m'a mis, les tombes étaient à Carré, DMG. Donc, décédée il y a tellement longtemps. Elle dit, c'est elle. On suppose qu'elle est décédée en 1905, 1908, dans un bail comme ça. C'est elle qu'on a vue, c'est elle. On tourne encore les pages, on tombe sur les deux grands-mères décédées à 3 ans d'intervalle. Et elles étaient co-épouses. Elles étaient co-épouses, elles avaient épousé un même homme qui était un de nos grands-pères, arrière, qui était aussi au village, qui était aussi décédé. L'affaire là a chauffé dans le village parce qu'on s'est dit, les filles là n'ont jamais rencontré le grand-père. Elles n'ont jamais vu l'album photo là. Parce que quand tu vas au village, tu n'as pas forcément envie de voir l'album. Ça ne te sert à rien de voir les gens que tu n'as jamais connus, que tu ne connais pas. Donc, elles n'ont jamais entendu parler. Elles ne connaissent pas. Comment elles ont su, comment elles ont pu reconnaître que c'était les grands-mères. Et je précise bien, quand les deux grands-mères étaient en train de parler entre elles en boulot pour dire que non, c'est notre ancêtre même de tel, elle a dit en boulot, à Myriam. Donc, elle a donné un prénom. Et l'une des petites là a répété le prénom là, que une s'appelle Myriam. On s'est dit que, c'est à ce niveau. Donc, DMG, voilà l'histoire. Et depuis le jour là, on ne passe même plus là-bas. On a même carrément, au niveau des tombes là, on a même carrément fait la barrière. On a fait la barrière, on a scellé. Donc, personne ne passe même plus là-bas. Personne n'arrive plus là-bas. Parce que l'histoire là, ça a traumatisé les petites filles là. Et même nous, ça nous a traumatisé parce qu'on ne peut pas dire qu'elles mentent. Comment elles connaissent? Elles ne connaissent pas. Elles ont décrit comment elle a décrit la photo qui a été prise. C'est une très vieille photo, mais elle a dit qu'elle portait le même cabas. Elle était habillée comme ça. Donc, c'est comme si peut-être la grand-mère savait que non, on allait peut-être aller checker. Je ne sais pas trop, je ne sais pas DMG. Mais c'est l'histoire que je voulais te raconter. Commentez, likez, partagez et puis bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Coucou, bonjour, bonsoir DMG. Cela dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter mon voice. Je viens avec ma 2e histoire. DMG, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup d'histoires à raconter, mais j'ai vraiment le crack, j'ai pas la force, le courage de raconter mon histoire.
Mais comme j'ai eu un peu de courage, je vais enchaîner avec les histoires. C'est encore moi, la jeune fille ivoirienne vivant au pays Maghreb. Cette histoire, c'est ma propre histoire, c'est moi-même qui l'ai vécue. Comme je l'ai dit, je vis dans un pays Maghreb et ne pensez pas que la sorcellerie ou les choses mystiques, c'est seulement chez nous en Afrique noire que ça existe. Non, non, non. Même chez les Blancs ici aussi, ça existe. Et cette histoire-là, c'est moi qui l'ai vécue. Quand je suis arrivée ici dans le pays dans lequel je me trouve actuellement, j'ai commencé à travailler dans une famille et je suis toujours dans la même famille où je travaille, tout et tout. Donc, j'ai la maman à ma patronne. Voilà. J'ai la maman à ma patronne. La dame, la mémé, elle est cool, elle est chic, elle est gentille. Bon, quand je dis gentille, pas forcément qu'elle me donne les cadeaux ou quoi que ce soit, non. Elle ne me donnait pas des cadeaux, elle ne me fait jamais de cadeaux d'ailleurs. Bon, je suis habituée, hein. On est là, je fais mon travail, tout et tout. Et quand elle vient, elle m'apprécie bien. On sympathise vite fait et puis ça, on passe à autre chose, quoi. Donc, un jour, j'étais là, la dame est arrivée, c'est-à-dire la maman à ma patronne. Elle vient, elle sonne à la porte. Je vais, j'ouvre la porte, tout et tout. Ce jour, j'étais seule à la maison, je précise bien. J'étais seule à la maison, la dame arrive, elle sonne à la porte. Et je vais, j'ouvre la porte, elle me demande s'il y a des personnes. Lui, elle dit non, que j'étais seule à la maison, tout et tout. Donc, elle m'a dit, ok. Donc, en partant, elle me donne un billet de 50 dirhams. Je vous assure, le billet de 50 dirhams qu'elle m'avait donné, le billet était tout sale, tout noir, comme si on venait de déterrer ce billet. Et j'ai rien dit. J'ai pris le billet, j'ai souri et j'ai dit merci, mamie. Et elle a dit de rien, elle est partie. Donc, elle est partie et moi, je suis une personne, quel que soit ce qu'on me donne, quel que soit ce que je reçois, que ça soit de mes proches ou des personnes même que je ne connais pas, je prie toujours sur la chose avant de soit aller ranger avec mes affaires. C'est-à-dire, si je reçois un habit, une chaussure, peu importe la chose que je reçois, je vais d'abord faire une petite prière dessus avant d'aller mélanger à mes affaires personnelles ou avant d'aller les ranger quelque part. Donc, quand la mémé, là, elle m'a remis les 50 dirhams, c'est-à-dire le billet, quand elle m'a remis le billet d'argent et que j'ai pris l'argent, je lui ai dit merci, tout et tout, elle est partie, j'ai refermé la porte. Et je suis rentrée dans ma chambre, je me suis mise à genoux. J'ai adressé une prière à Dieu, j'ai dit Seigneur, cette dame-là, depuis que je travaille avec sa fille, ça fait maintenant 4 ans, bientôt 5 ans. Cette dame ne m'a jamais donné quelque chose. Aujourd'hui, la seule chose qu'elle me donne, c'est de l'argent. Et regarde comment le billet, il est tout sale. Seigneur, je te confie cet argent-là. Si c'est venu avec une mauvaise énergie, je te prie de faire un retour à l'envoyer. Si cet argent-là était venu vraiment si c'était vraiment venu, qu'est-ce que je veux dire? Si c'était venu avec des mauvaises énergies, Seigneur, franchement, je te confie ça. Et j'ai fait une petite prière rapidement. Je vous assure, DMG, le même jour, c'est-à-dire quand elle est venue et je lui ai dit, il y avait personne, j'étais tout seul à la maison, elle m'a dit, d'accord, elle m'a remis l'argent, elle est partie. Elle est revenue après pour voir sa fille. Je vous assure, quand la dame est arrivée, elle avait la main, c'est-à-dire le poignet tout enflé. Son poignet était enflé. Et moi, j'ai dit, ah, mamie, mais qu'est-ce que tu as eu au poignet, tout et tout. Elle me dit, non, je sais pas ce que j'ai eu, mais j'ai le poignet tout enflé, j'ai très mal, tout et tout. Et j'ai dit, ok, d'accord, comment on appelle ça? J'ai un petit massage là, je vais te l'appliquer, peut-être que ça va passer. Elle m'a dit, ok, d'accord, ça me fera du bien. Et sans oublier le massage en question, c'est les matelatons chat. Bon, chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça les matelatons. Le matelaton chat, mais je ne sais pas chez vous comment vous l'appelez. Donc, le matelaton, j'ai pris. Et sans oublier que j'avais l'huile d'olive bénie que j'avais mise à l'intérieur. Donc, j'ai pris, je suis venue, j'ai massé la partie qui lui faisait mal, là, j'ai massé. Quelques minutes après, même pas 10 minutes, le bras de la dame s'est enflé. DMG, je vous assure. Le bras de la dame s'est enflé. Au point où même, elle est même allée à l'hôpital sur le champ. Elle est partie à l'hôpital, elle a fait des radios, tout et tout. On dit qu'il n'y avait rien, mais le bras s'est carrément enflé. C'est après ça, sur le champ, je n'ai pas compris, mais c'est, je crois, le lendemain, c'est là j'ai fait le lien. Je me suis dit, ah, ça avait peut-être un lien
avec l'argent qu'elle m'avait remis parce que j'avais vraiment prié sur l'argent. Et cet argent-là, même de toute façon, je ne l'ai même pas dépensé. Je l'ai jeté plus tard parce que cet argent était sale. Je vous assure, le billet était vraiment sale. On ne pouvait même pas donner ce billet-là à quelqu'un. Donc, j'ai jeté le billet. C'est pour vous dire, c'est pour dire à toutes mes soeurs de vraiment faire attention, de vraiment prier. Surtout dans ce pays Maghreb où on se trouve là. Je ne veux pas dire le nom du pays, mais franchement, dit, celles qui vont écouter cette histoire, qui sont dans un pays Maghreb, elles vont comprendre. Surtout le royaume, là où je suis. Franchement, ils ne blaguent pas avec. C'est un truc, c'est très, 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 très reconnu ici. Ils ne blaguent pas avec. Donc, franchement, vous qui travaillez chez les gens, faites attention, priez sur tout ce que vous recevez. C'est vrai de faire confiance, c'est vrai. Quand quelqu'un te remet quelque chose dans l'euphorie, dans la joie, tu oublies de faire une petite prière, mais ce n'est pas tous les cadeaux qui sont bons à recevoir. Donc, c'était un peu ça. C'était ma deuxième petite histoire. Vraiment, merci à vous, DMG. Merci pour le travail que vous faites. Je répète encore, c'est pas facile de monter pour raconter une histoire. Donc, vraiment, pardonnez-moi. S'il y a des erreurs, s'il y a des fautes, pardonnez-moi, c'est pas facile. Peut-être avec le temps, je vais m'habituer. Donc, bonne journée, bonne soirée à tous. Bisous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez. Si Tom je nous a raconté, envoie ton histoire numéro à l'écran. On se prend demain pour une autre vidéo. Ciao.